Monsieur Samsa, cria au père le monsieur du milieu en désignant de l'index et sans un mot de plus Grégor, qui progressait lentement. Le violon se tut. Le locataire du milieu secoua d'abord la tête et sourit à ses amis, puis jeta de nouveau les yeux sur Grégor. Le père, apparemment, jugea plus utile, avant de chasser Grégor, de calmer ses locataires, bien que ceux-ci ne fussent pas le moins du monde bouleversés, et que Grégor parut les divertir bien plus que ne l'avait fait le violon. Il s'élança vers eux, et les bras écartés, tenta de les pousser vers leur chambre, tout en leur cachant de son corps la vue de Grégor. De fait, il commençait à se fâcher. Était-ce le résultat de l'attitude du père, ou parce qu'il prenait progressivement conscience d'avoir eu, sans le savoir, un voisin de chambre tel que Grégor ? On ne le savait plus. Ils exigèrent du père des explications, levèrent eux aussi les bras au ciel, tirèrent nerveusement sur leurs barbes, et ne battirent en retraite vers leur chambre qu'avec lenteur. Entre-temps, la sœur avait surmonté le désarroi dans lequel l'avait plongée la soudaine interruption de sa prestation. Elle avait quelque temps laissé pendre à bout de bras violon et archet, tout en continuant à lire des yeux la partition, comme si elle jouait encore. Puis elle s'était tout d'un coup ressaisie, avait posé l'instrument sur les genoux de sa mère, qui, respirant difficilement, les poumons violemment sollicités, était restée assise. Puis elle avait couru à la chambre d'à côté dont les locataires, poussés par le père, se rapprochaient de plus en plus vite. Et l'on vit, sous les mains expertes de la sœur, voler vers les lits et s'y mettre en place, couverture et coussins. Avant que les messieurs eussent atteint la chambre, les lits étaient faits et elle s'était glissée hors de la chambre. Le père semblait avoir été repris à un tel point par son entêtement qu'il en oubliait le respect qu'il devait, en tout état de cause, à ses locataires. Il ne faisait que les pousser et les pousser, jusqu'au moment où le monsieur du milieu, parvenu sur le seuil de leur chambre, le fit s'immobiliser en tapant violemment le plancher du pied. « Par ce qui va suivre, dit-il en levant la main et en cherchant aussi des yeux la mère et la sœur, je déclare qu'eu égard aux façons de vivre révoltantes qui règnent sous ce toit et dans cette famille, sur quoi il cracha résolument par terre, je résilie à l'instant même la location de ma chambre. Il va de soi que non seulement je ne paierai pas un sou pour les jours où j'ai logé ici, mais que je me réserve de vous citer en justice pour exiger de vous des réparations qu'il me sera très facile de justifier, vous pouvez m'en croire. » Il se tut et regarda droit devant lui comme s'il attendait quelque chose. Effectivement, ses deux amis intervinrent aussitôt pour déclarer « Nous résilions nous aussi notre location à l'instant même. » Sur quoi le premier attrapa la poignée de la porte qu'il ferma à grand bruit. Le père chancela à tâtons jusqu'à son fauteuil et s'y laissa choir. On aurait pu croire qu'il s'y étendait comme d'habitude pour son petit somme du soir, mais la forte inclinaison de sa tête, que rien ne semblait plus retenir, montrait qu'il ne dormait pas du tout. Pendant tout ce temps, Grégor était resté aplati à l'endroit où les locataires l'avaient surpris. La déception d'avoir vu son plan échouer et peut-être aussi la faiblesse inhérente à un affamement excessif lui rendaient tout mouvement impossible. Il craignait, et non sans quelque certitude, que tout ne lui retombât dessus d'un moment à l'autre, et il attendait. Il ne sursauta même pas au bruit que fit le violon qui avait échappé aux doigts tremblants de la mère et était tombé à terre en résonnant puissamment. « Chers parents, dit la sœur en frappant de la main sur la table en guise d'exorde, cela ne peut pas continuer ainsi. Vous ne voyez peut-être pas les choses en face, mais je les vois, moi. Je refuse de prononcer le nom de mon frère en présence de ce monstre, et je me contenterai de dire que nous devons absolument essayer de nous débarrasser de ça. Nous avons tenté tout ce qu'il était humainement possible de faire pour prendre soin de lui et le supporter. Personne ne peut nous faire le moindre reproche à cet égard. » « Elle a 1000 fois raison, » se dit le père. La mère, qui n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, plaqua sa main sur sa bouche et partit d'une toux sourde, une lueur de folie dans les yeux. La sœur se précipita vers elle et lui tint le front.
Ce qu'elle venait de dire paraissait avoir ramené le père à des réflexions plus consistantes. Il s'était redressé et, pour s'amuser, faisait passer sa casquette de service entre les assiettes qui étaient restées sur la table depuis le dîner des locataires. Et de temps en temps regardait Grégor qui se tenait coi. « Il faut absolument essayer de nous débarrasser de ça », redit la sœur à l'intention exclusive de son père cette fois, car la mère, aux prises avec sa toux, n'entendait plus rien. « Cette chose vous mènera tous les deux au tombeau, je le vois venir. Quand on doit travailler aussi dur que nous le faisons, on ne peut pas, de surcroît, supporter encore chez soi cet interminable calvaire. Même moi, je ne le peux plus. » Et elle se mit à pleurer si brusquement et si violemment que ses larmes coulaient sur le visage de sa mère qu'elle essuyait de ses mains avec des gestes mécaniques. « Mais mon enfant, dit le père avec compassion et beaucoup de compréhension, que faire ?» La sœur se contenta de hausser les épaules pour témoigner du désarroi dont elle avait été prise au milieu de ses larmes, en lieu et place de ses certitudes antérieures. « S'il pouvait nous comprendre, dit le père, à moitié comme s'il s'agissait d'une question. » La sœur, sortant de ses larmes, agita vivement la main pour faire comprendre qu'il ne fallait pas y penser. « S'il nous comprenait, répéta le père en fermant les yeux pour se pénétrer de la conviction de la sœur, à savoir que cela était impossible, on pourrait peut-être s'arranger avec lui. Mais comme ça... »« La chose doit s'en aller, cria la sœur. C'est la seule solution, père. Et ce que tu dois faire, toi, c'est seulement de te défaire de l'idée que ce ça est encore Grégor. Notre vrai malheur, c'est de l'avoir cru trop longtemps. Mais comment cela pourrait-il être Grégor ? Si c'était lui, il se serait rendu compte depuis longtemps qu'il est impossible à des humains de cohabiter avec un animal tel que celui-ci, et il serait parti de lui-même. Nous n'aurions plus eu de frère, mais nous aurions pu continuer à vivre et lui rendre le culte du souvenir, alors que cette bête nous poursuit et chasse nos locataires. Et cela, manifestement, pour se rendre maîtresse de tout l'appartement et nous jeter à la rue. « Mais regarde, père !» s'exclama-t-elle tout à coup, « le voilà qui recommence !» Et dans un mouvement de panique que Grégor ne s'expliquait absolument pas, abandonnant même sa mère, elle se repoussa littéralement loin du siège de celle-ci, comme si elle était disposée à la sacrifier plutôt qu'à rester à proximité de Grégor, et courut se réfugier derrière son père, lequel, rendu à lui-même et stimulé par ce geste, se mit debout à son tour et leva à demi les bras comme pour la protéger. Mais il n'était pas du tout dans les intentions de Grégor de faire peur à qui que ce fût, et surtout pas à sa sœur. Il avait simplement commencé à se retourner pour rentrer dans sa chambre, et ne pouvait le faire qu'en se donnant en spectacle, parce que l'état de consomption dans lequel il se trouvait l'obligeait à céder de la tête pour effectuer ce demi-tour difficile, de sorte qu'il dut la lever et la laisser retomber à plusieurs reprises sur le parquet. Il s'arrêta et regarda autour de lui. On semblait avoir reconnu ses bonnes intentions. Ce n'avait été qu'une frayeur passagère. À présent, ils le regardaient tous en silence et tristement. Sa mère gisait dans son fauteuil, les jambes allongées, serrées l'une contre l'autre, les yeux lui tombant presque d'épuisement. Le père et la sœur étaient assis l'un près de l'autre. La sœur avait passé un bras autour du cou de son père. « Eh bien, j'ai peut-être le droit de faire demi-tour maintenant, » se dit Grégor, et il se remit au travail. Il ne put réprimer le halètement bruyant que lui arrachaient ses efforts et dut même s'interrompre de temps en temps pour prendre du repos. Au demeurant, personne ne le bousculait. On s'en remettait à lui pour tout faire. Sitôt qu'il eut achevé son demi-tour, il entreprit de s'en retourner tout droit. Il s'étonna que la distance qui le séparait de sa chambre fût si grande et ne comprit absolument pas comment, quelques instants plus tôt et dans l'état de faiblesse où il se trouvait, il avait pu parcourir le même chemin presque sans y penser. Obsédé par l'idée de crapahuter rapidement, il fit à peine attention au fait que pas un mot, pas un cri de sa famille ne l'en avait dérangé.
Il ne tourna la tête qu'une fois engagé dans la porte, pas complètement parce qu'il sentait sa nuque se raidir. Toujours est-il qu'il vit encore que derrière lui, rien n'avait changé, sinon que sa sœur s'était levée. Son dernier regard effleura sa mère, qui dormait à présent à poing fermé. À peine fut-il dans sa chambre que l'on en referma, verrouilla et condamna précipitamment la porte. Ce vacarme soudain dans son dos l'effraya à un tel point que ses patelettes se dérobèrent sous lui. C'était la faute de sa sœur, pressée d'en finir. Déjà debout, elle avait attendu le moment de bondir avec légèreté. Grégor ne l'avait pas du tout entendu s'approcher, et en tournant la clé dans la serrure, elle lança à ses parents un « enfin ». Et maintenant, se demanda Grégor, parcourant l'obscurité des yeux. Il découvrit bientôt qu'il ne pouvait plus du tout bouger, pieds ni pattes. Il n'en fut pas surpris, trouvant plutôt que ce qui n'était pas naturel, c'était d'avoir effectivement réussi jusqu'à présent à se propulser sur ses patelettes fragiles. Pour le reste, il ressentait un bien-être relatif. Il souffrait bien de douleurs par tout le corps, mais il lui semblait que ces douleurs allaient s'atténuant sans cesse, et qu'en fin de compte, elles disparaîtraient complètement. Il ne sentait déjà presque plus la pomme pourrie qui s'était incrustée dans son dos, ni l'inflammation qui l'encerclait. L'une et l'autre, entièrement recouvertes d'une couche de poussière épaisse et moelleuse. Il repensa à sa famille avec émotion et amour. Son sentiment sur la nécessité impérative de sa propre disparition était, s'il se peut, plus vif encore que celui de sa sœur. Il demeura dans cet état de vacuité méditative et sereine jusqu'à ce que la 3e heure du jour eût sonné au clocher. Et vécut encore le point du jour quand tout, dehors, de l'autre côté de la fenêtre, commença à s'éclairer et à s'éclaircir. Puis sa tête retomba, sans qu'il pût l'en empêcher, et son dernier souffle s'exhala de ses narines. Au petit matin, quand la femme de ménage arriva, forte et expéditive comme elle l'était, on pouvait bien la prier régulièrement de ne pas claquer toutes les portes derrière elle, elle n'en persistait pas moins à le faire, si bien qu'il n'y avait plus moyen de dormir tranquille dans tout l'appartement dès l'instant où elle était là. Elle ne remarqua rien de particulier au cours de la visite éclair qu'elle avait l'habitude de rendre à Grégor en arrivant. Elle pensa qu'il était resté tapi, exprès, sans bouger, jouant les offensés, car elle le croyait capable de toute l'intelligence possible. Comme il se trouvait qu'elle avait le balai à la main, elle essaya, de la porte, d'en chatouiller Grégor. Et comme ce fut sans aucun résultat, elle se mit en rogne et lui poussa un peu le balai dans le corps. Ce n'est que quand elle l'eut délogé de sa cachette sans qu'il opposât aucune résistance, qu'elle y regarda de plus près. Sitôt qu'elle eut découvert ce qu'il en était véritablement, ce qui ne tarda pas, elle ouvrit des yeux ronds, poussa un sifflement et, sans rester bien longtemps sur place, ouvrit à la volée la porte de la chambre à coucher des parents et brailla dans le noir. « Venez donc voir ça, la chose a crevé, elle est là par terre, tout ce qu'il y a de plus crevé. » Assis tout droit dans leur lit, le couple Samsa dut se remettre de la frayeur que lui avait causée la femme de ménage avant de saisir ce dont elle les informait. Mais aussitôt, monsieur et madame Samsa, chacun de son côté, jaillirent de leur lit. Monsieur Samsa jeta la couverture sur ses épaules. Madame n'avait sur elle que sa chemise de nuit, et c'est dans cette tenue qu'ils entrèrent dans la chambre de Grégor. Entre-temps, la porte de la salle de séjour dans laquelle couchait Grété depuis l'arrivée des locataires s'était ouverte, elle aussi. La jeune fille était habillée de la tête aux pieds, comme si elle n'avait pour ainsi dire pas fermé l'œil de la nuit, ce que semblait confirmer la pâleur de son visage. « Morte ?» fit madame Samsa, interrogeant la femme de ménage du regard, bien qu'elle eût pu s'en assurer par elle-même et même en prendre acte sans avoir à le faire. « Ça m'en a tout l'air, » répondit la femme de ménage. Et pour le prouver, d'un coup de balai, elle repoussa encore davantage sur le côté le cadavre de Grégor.
Madame Samsa esquissa un geste pour retenir le balai, mais elle ne le retint pas. « Eh bien, dit M. Samsa, nous pouvons remercier Dieu à présent. » Il se signa, et les 3 femmes l'imitèrent. Grethe, qui ne quittait pas le cadavre des yeux, dit « Regardez donc comme il était maigre. Mais aussi, ça fait longtemps qu'il ne mangeait plus rien. Tels les aliments entraient dans sa chambre, tels ils en ressortaient. » De fait, le corps de Grégor était absolument plat et desséché. On en prenait conscience que maintenant qu'il n'était plus soutenu par ses patelettes et que par ailleurs rien d'autre ne sollicitait le regard. « Entre chez nous un moment, Grethe, dit Madame Samsa avec un sourire douloureux. Et Grethe suivit ses parents dans leur chambre, sans cesser de regarder le cadavre par-dessus son épaule. La femme de ménage referma la porte derrière eux et ouvrit la fenêtre en grand. Il était encore bien tôt, mais cependant une certaine douceur se mêlait à la fraîcheur de l'air. C'est qu'on était déjà à la fin de mars. Les 3 locataires sortirent de leur chambre et cherchèrent des yeux étonnés le petit déjeuner. On les avait oubliés. « Où est le petit déjeuner ?» bougonna celui du milieu à l'adresse de la femme de ménage, qui, un doigt sur les lèvres, fit signe vivement et en silence qu'elle invitait ces messieurs à entrer dans la chambre de Grégor. Ils y entrèrent et restèrent là, les mains dans les poches de leurs vestons, un tant soit peu râpés. Et dans la pièce maintenant baignée de clarté, ils entourèrent le cadavre de Grégor. À cet instant, la porte de la chambre à coucher s'ouvrit et M. Samsa apparut dans sa livrée d'encaisseur, sa femme à un bras, sa fille à l'autre, tous 3 un peu perdus de larmes. Par moments, Grethe appuyait son visage contre le bras de son père. « Quittez tout de suite ma demeure, » intima M. Samsa en montrant la porte du regard et sans lâcher les femmes. « Comment l'entendez-vous » répondit le locataire du milieu, un peu décontenancé, mais souriant doucereusement. Les 2 autres se mirent à se frotter les mains dans le dos comme s'ils se réjouissaient à l'avance de cette bonne querelle qui ne pouvait que se terminer en leur faveur. « Je l'entends exactement comme je le dis, » répliqua M. Samsa. Et flanqué de ses 2 accompagnatrices, il fonça droit sur le locataire, lequel fixa d'abord le plancher sans bouger, comme si les choses se réorganisaient dans sa tête. Puis il dit « Bon, eh bien, dans ce cas, nous partons. » Et il leva les yeux vers M. Samsa, comme si dans un soudain accès d'humilité, il sollicitait son autorisation pour le faire. M. Samsa se contenta d'opiner à plusieurs reprises du bonnet, sans le quitter des yeux. Sur quoi le monsieur gagna effectivement et illico l'entrée à grands pas. Il y avait déjà un moment que ses 2 amis, dont les mains étaient maintenant au repos, écoutaient attentivement. Ils sautillèrent alors littéralement à la suite du premier, comme s'ils craignaient que M. Samsa ne pût passer avant eux dans l'entrée et leur interdire ainsi toute liaison avec leur chef. Une fois dans l'entrée, tous 3 reprirent leurs chapeaux au porte-manteau, tirèrent leurs cannes du râtelier à canne, s'inclinèrent sans un mot et quittèrent l'appartement. Dans un accès de méfiance qui s'avéra sans aucun fondement, M. Samsa sortit avec les 2 femmes sur le palier. Appuyés à la rampe, ils regardèrent les 3 messieurs descendre l'escalier de tout son long, ce qu'ils faisaient avec lenteur, certes, mais sans s'arrêter. Disparaître de leur vue à chaque étage dans les angles morts de la volée d'escalier, puis réapparaître quelques instants plus tard. Plus ils descendaient, moins ils intéressaient la famille Samsa. Et lorsqu'un garçon boucher qui montait sa livraison de boucherie crânement posée sur la tête, les croisa dans l'escalier, puis bientôt fut parvenu beaucoup plus haut qu'eux, M. Samsa et les femmes ne tardèrent pas à quitter la rampe. Et tous rentrèrent dans l'appartement, comme soulagés. Ils décidèrent de consacrer au repos et à une promenade la journée qui commençait. Cette pause dans leur travail, ils ne l'avaient pas seulement méritée, ils en avaient absolument besoin. Ils s'assirent donc à la table et rédigèrent 3 lettres d'excuses. M. Samsa à sa direction, Madame à son fournisseur d'ouvrage et Grethe à son patron. Tandis qu'ils écrivaient, la femme de ménage entra leur dire qu'elle partait, son travail de la matinée étant fait.
Sans lever les yeux et sans cesser d'écrire, les trois Samsa, d'abord, hochèrent la tête, sans plus. Ce n'est que parce qu'elles restaient plantées là sans se décider à quitter la place qu'ils levèrent les yeux, agacés. « Eh bien, lâcha M. Samsa. » La femme de ménage, tout sourire, se tenait à la porte, comme si elle avait à leur faire part d'une heureuse nouvelle, mais ne le ferait que si on l'interrogeait en bonne et due forme. La petite plume d'autruche, piquée quasiment tout droit sur son chapeau et qui exaspérait M. Samsa depuis que cette femme était à leur service, virevoltait doucement vers tous les azimuts. « Alors, que voulez-vous au juste » demanda Mme Samsa, à qui la femme de ménage manifestait encore beaucoup de respect. « Ben, » répondit la domestique, qu'un rire amical empêcha sur le moment de poursuivre. « Eh bien, pour ce qui est de comment enlever le machin d'à côté, ne vous faites plus de mourons, c'est réglé. » Mme Samsa et Grethe se penchèrent sur leurs lettres comme pour en poursuivre la rédaction. M. Samsa, voyant que la femme de ménage s'apprêtait à entamer un récit détaillé de l'opération, l'en empêcha d'un geste impérieux de la main. Alors, puisqu'on ne lui permettait pas de raconter, elle se souvint qu'elle était très pressée et lança, visiblement vexée, « Salut la compagnie !» Puis elle tourna les talons farouchement et quitta l'appartement dans un effroyable fracas de portes claquées. « Ce soir même, elle est dehors, » dit M. Samsa. Mais ni sa femme ni sa fille ne lui répondirent, car apparemment la femme de ménage avait troublé la tranquillité qu'elle venait à peine de retrouver. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre et s'y tinrent, enlacées. M. Samsa pivota sur son siège et les observa un moment en silence. Puis il leur lança. « Allons, venez, laissez donc le passé passer une fois pour toutes, et pensez aussi un peu à moi. » Les femmes se soumirent à l'instant, s'empressèrent de le rejoindre, le câlinèrent et terminèrent bien vite leurs lettres. Puis, tous trois quittèrent ensemble l'appartement, ce qui ne leur était pas arrivé depuis des mois, et prirent le tramway pour sortir de la ville au grand air. Ils étaient seuls dans leur wagon, qu'illuminait un chaud soleil. Confortablement carrés sur leurs sièges, ils parlèrent de leur avenir. Et il se trouva qu'à y regarder de plus près, celui-ci ne se présentait pas mal du tout. Tous trois, sans s'en être jamais enquis les uns des autres, avaient un emploi on ne peut plus intéressant, en particulier pour les perspectives qu'il offrait. Pour le moment, à coup sûr, c'est d'un changement de domicile que résulterait forcément et facilement l'amélioration la plus sensible de leur situation. Ils allaient prendre un appartement plus petit et moins cher, mais mieux situé et d'une façon générale plus pratique que celui qu'ils occupaient actuellement et qui était encore une trouvaille de Grégor. Tout en parlant, M. et Mme Samsa remarquèrent presque en même temps, à la vue de leur fille sans cesse toujours plus pleine de vie, à quel point elle s'était épanouie ces derniers temps et s'était transformée. En dépit des épreuves qui avaient fait pâlir ses joues, en une belle et pulpeuse jeune fille. Ils se turent peu à peu, et se comprenant des yeux, presque sans en avoir conscience, se dirent qu'il serait temps maintenant de lui trouver un brave gars. Et ces nouveaux rêves, ces beaux projets, leur furent pour ainsi dire confirmés, quand au terme de leur voyage, leur fille se leva la première et déploya son jeune corps.